Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le conflit diplomatique entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie autour du barrage dit de la Renaissance est en passe d'être résolu. Après l'échec de nombreux pourparlers, les trois pays ont annoncé le 16 mai avoir trouvé un accord. La Côte d'Ivoire engagée pour une meilleure évacuation des produits agricoles. 100 milliards de francs CFA seront débloqués par l'État chaque année pour l'entretien des routes et des services agricoles dans le but de diminuer les pertes dues à la qualité du réseau routier. Et puis, coup de projecteur sur maître Marie-Alice Bédot, ancienne garde des Sceaux, activiste pour le droit des femmes et des enfants. Marie-Alice Bédot a été décorée grand officier de l'Ordre national pour la nation béninoise pour ses services rendus au pays. Est-ce la fin du conflit diplomatique entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte? C'est ce que laisse entendre l'accord trouvé le 15 mai autour de la construction du barrage du Nil. Après l'échec de nombreux pourparlers, un point d'entente a en effet été trouvé sur la création d'un comité scientifique censé suivre l'avancement des travaux du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et son impact dans les trois pays. Un sujet de la rédaction. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sont-ils en train de se diriger vers la résolution du conflit autour du barrage sur le Nil? Déjà 6 ans que l'Éthiopie a entamé la construction du barrage dit de la Grande Renaissance sur le Nil bleu, un barrage auquel était opposée l'Égypte, contrairement aux autorités soudanaises. Après l'échec de nombreux pourparlers, le 16 mai, les trois pays annoncent avoir trouvé un accord. Nous avons réussi à trouver un certain nombre d'approches gagnant-gagnant. D'un coût de 4 milliards de dollars, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, avec une production de 6000 mégawatts. Un projet sur lequel l'Égypte, dépendante des eaux du Nil à 90%, s'était opposée, arguant qu'il pourrait fortement réduire son approvisionnement en eau. Ainsi, la création d'un comité scientifique au cœur de cet accord est considérée par certains comme une manière définitive de lever les inquiétudes de l'Égypte. Il y a un comité scientifique et celui-ci va permettre un suivi beaucoup plus proche de la gestion du barrage, de l'exécution de l'accord et faire en sorte que les doutes émis par l'Égypte ne soient pas des contraintes pour le développement qui est attendu de la création de ce barrage-là. Prochaine étape pour les trois pays, des pourparlers qui se tiendront au Caire le 3 juillet où un mécanisme de financement sera proposé, une rencontre qui sera suivie par beaucoup d'autres. En effet, les trois chefs d'État ont convenu de se rencontrer tous les 6 mois. Cameroun, pays émergent en 2025. Dans cette optique, les autorités mènent depuis 2011 une politique de projets structurants. Surnommés les grandes réalisations, ces projets touchant de nombreux secteurs dont le transport, l'énergie ou encore les logements sociaux. On fait le point sur l'impact de ces projets dans ce sujet de Neil et Claude Bessa. Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 sous le label des grandes réalisations sont en cours de finalisation au Cameroun. Les 10 projets interviennent dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les bâtiments et travaux publics, les transports, les technologies de l'information et de la communication, le développement urbain et l'habitat. Porteurs de croissance et d'emploi, les projets structurants semblent d'ores et déjà porter des résultats. Certains d'entre eux, tels que le barrage hydroélectrique de Lompangar, le port de Kribi, ont fortement contribué à absorber et à résorber une grande portion du chômage et donc à accroître la stratégie de l'emploi. Allant de janvier au 31 octobre de l'année 2016. Et à cette époque-là, effectivement, on avait déjà enregistré dans notre banque de données 320 000 emplois. Le dernier comptage au 31 décembre, avait donc montré une création de près de 400 000 emplois. L'économie du Cameroun est une économie à dominance par le secteur tertiaire, des services. Ça, c'est une économie en mutation. C'est pour ça que dans le DSE et dans la vision, l'objectif, c'est d'arriver à l'industrialisation de l'économie. Outre le 1,7 million d'emplois directs générés par la fonction publique depuis 2011, le secteur des bâtiments et travaux publics liés aux projets structurants a enregistré près d'1 million d'emplois directs et un tiers d'emplois dérivés. En matière d'emploi, le secteur agricole n'est pas en reste. Le Cameroun améliore sa production et la diversification de ses matières premières. La productivité agricole est le projet structurant le plus important en matière de création d'emplois. Les emplois sont de très longue durée
Et si la jeunesse y rentre, on a des niveaux de compétitivité qui jouent également positivement au niveau de la croissance, qui va permettre aux jeunes d'être capables de produire ce qui se vend, de produire ce qui s'exporte. Les projets structurants créant des infrastructures permettant d'écouler les produits vont certainement permettre à la production agricole d'être compétitive. Dans le volet social des grands projets structurants, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi permet de constater que près de 1725 logements ont été réalisés. À terme, les projets structurants permettront au pays de consolider sa place de poumon économique de l'Afrique centrale et d'atteindre son émergence. Face aux pertes des récoltes agricoles engendrées par la qualité du réseau routier, les autorités ivoiriennes entreprennent une stratégie d'entretien et de développement des voies de desserte agricole. 100 milliards de francs CFA seront débloqués chaque année pour entretenir les quelques 200 000 kilomètres de pistes à travers la nation. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire chaque année pour l'entretien et la réhabilitation de 200 000 km de routes rurales de Côte d'Ivoire. Les routes rurales sont indispensables pour l'évacuation de production agricole. Les difficultés d'évacuation de production sont responsables de la perte d'environ 30% des récoltes de certains produits agricoles. Le pays est premier producteur et exportateur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes et de noix de cajou avec 750 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc avec 600 000 tonnes. C'est pourquoi la problématique des routes rurales fait partie des priorités du projet de soutien au secteur agricole en Côte d'Ivoire qui a déjà réhabilité plus de 5 000 km de routes. Pour plus d'efficacité, les moyens de 5 filières agricoles sont mutualisés pour adresser la question. Tous les acteurs sont prêts à cotiser, à contribuer, mais il faut que l'argent soit sécurisé et géré de façon transparente pour entretenir les routes rurales pour le bonheur de leurs affaires et de toute la population. La mutualisation des moyens financiers est bien accueillie par les filières agricoles comme celle de l'EVA. La chute des cours du caoutchouc depuis 2012 a réduit la possibilité de cotisation prélevée sur la production des planteurs. Les travaux réalisés permettent néanmoins d'améliorer l'écoulement des fonds de tasse. Nous travaillons beaucoup à améliorer la qualité des plantations, à produire beaucoup. Mais ce caoutchouc n'était pas dans son entièreté à mesure d'arriver aux usines parce que les routes étaient en piteux état. Les résultats sont bons. Nous arrivons à programmer les pistes pour éviter les doublons. Les spécialistes proposent des aménagements au mode de passation des marchés pour plus d'efficacité dans l'exécution des contrats de performance par la réduction du nombre des appels d'offres. Un seul appel d'offres, on choisit une entreprise qui va faire les travaux curatifs pour mettre la route à niveau et l'entreprise est aussi engagée sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire l'entretien. L'avantage, c'est qu'en tout temps, la route est en état et peut permettre aux producteurs de pouvoir transporter et évacuer leurs produits vers les centres commerciaux. Les filières agricoles attendent l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale d'entretien des routes rurales afin de garantir la pérennité du mécanisme identifié par les parties prenantes pour garantir l'écoulement des produits agricoles. Ancienne garde des Sceaux, activiste pour le droit des femmes et des enfants, Maître Marie-Alice Gbédo est désormais grand officier de l'Ordre national du Bénin. L'État a reconnu à cette femme de justice les services qu'elle a rendus à la nation béninoise, quelques années après l'avoir décorée commandeur de l'Ordre national. Retour sur le parcours de cette femme émérite dans ce sujet de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Deogracias Podo. Au Bénin, l'ancienne garde des Sceaux, Maître Marie-Alice Gbédo, a été promue grand officier de l'Ordre national. Après avoir été décorée commandeur de l'Ordre national quelques années plus tôt, Maître Marie-Alice Gbédo a été honorée au titre de grand officier par le biais d'un décret présidentiel datant du 31 août 2017. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que la juriste a rendu à la nation béninoise. Je suis heureuse et puis reconnaissante à la nation et au peuple béninois, puisque c'est au nom du peuple béninois que je suis rentrée dans la dignité de grand officier. C'est que le peuple béninois reconnaît que Maître Marie-Alice Gbédo fait son travail. Toutes les fois qu'on lui a confié une fonction, elle s'en est très bien occupée. Et c'est une fierté pour moi-même déjà. Et je sais que le peuple béninois est fier de moi. Le parcours académique et professionnel de Maître Marie-Alice Gbédo est remarquable. Elle a effectué de brillantes études couronnées par une maîtrise en droit, option carrière judiciaire, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1981,
et un diplôme d'études approfondies des droits des affaires en 1983, suivi d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1985. Sa capacité intellectuelle et sa volonté de servir le pays vont la conduire dans la sphère politique. Elle a été 4 fois candidate aux élections présidentielles en 2001, 2006, 2011 et 2016. Moi, j'ai eu le privilège d'appartenir à un même gouvernement qu'elle et ses prises de position tranchaient au sein de ce gouvernement-là et au sein des discussions que nous avions. Donc, on peut compter sur la femme béninoise. On a proposé l'Amazone des temps modernes. Pour nous, panafricaniste, c'est une panafricaniste. Elle a beau ne pas appartenir à telle ou telle organisation, mais c'est une panafricaniste. Tout ce qu'elle fait, c'est pas pour considérer le Béninois, la Béninoise seule, c'est pour considérer tous les Africains. Maître Marie-Élise Bédot, présidente de l'Association des femmes juristes, entend s'investir davantage afin de défendre les innocents, les veuves et les orphelins. Rappelons qu'en 1998, elle a été nommée ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme au sein du gouvernement de feu général Mathieu Kérékou. En 2011, sous la présidence de Boni Yayi, elle est devenue 3 fois ministre, à savoir garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, puis ministre de la Justice, du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.